Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, à ce nouveau webinaire du Centre de recherche en données et intelligence spatiale. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir et le privilège d'accueillir Naël Chiab, qui est journaliste de données à CBC Radio-Canada. Je suis sûr que vous avez vu tous au moins une de ces représentations cartographiques, là, parce qu'il joue beaucoup avec les données, et puis notamment la donnée géospatiale. Puis, je suis persuadé que vous les avez toutes croisées, mais sans savoir que c'était Naël qui était derrière ces représentations-là, qu'on a tous trouvées vraiment attrayantes et intéressantes. Donc, on a l'honneur de la voir aujourd'hui, puis on va pouvoir lui poser plein de questions et découvrir le métier de data journaliste, qui est à la croisée effectivement du journalisme et de la science des données dans laquelle on baigne tous. Donc, Naël, comme je t'ai dit, tu as 30-40 minutes à peu près, puis on va laisser des questions. Donc, je demanderai au monde de couper leur micro et de garder les questions pour la séance de questions. Si vous avez des questions en cours de route, vous pouvez aussi les poser dans le chat. Nous, on les reprendra avec Charles pour pouvoir les poser à Naël. Mais sinon, dans la session, vous pouvez allumer votre caméra, votre micro et puis poser vos questions, il n'y a aucun problème. Donc, Naël, écoute, la glace est à toi. Parfait, parfait. Merci beaucoup pour l'introduction et l'invitation, Thierry et Charles. Je suis très content d'être là. Comme je disais avant que la session commence, je suis toujours très content de parler au monde académique. Ça peut ouvrir plein de portes pour des collaborations par la suite. Alors, si jamais il y a des choses intéressantes que vous voyez dans ce que je fais qui pourraient être faites aussi avec vos propres travaux, si ça vous donne des idées, n'hésitez pas. Vous avez toutes mes coordonnées, puis je ne suis pas très dur à trouver de toute façon. Mais voilà, pour commencer, je vais parler un petit peu de ma démarche. Le journalisme de données, c'est quoi? Puis c'est quoi ma vision de cette discipline? Puis après, on va tomber directement dans des exemples. C'est sûr que je joue assez régulièrement avec des données géospatiales, mais il y a aussi tout un pan de mon travail qui n'est pas relié avec ça. Puis si jamais vous avez des questions, on pourra aussi en discuter, ça me fera plaisir. Essentiellement, vous pouvez me poser n'importe quelle question que vous voulez. Alors, le journalisme de données, qu'on appelle aussi parfois le journalisme computationnel, computational journalism en anglais, ou journalisme informatique en français. Dans le fond, il y a trois grands axes pour cette discipline-là. Évidemment, le premier axe, c'est la démarche journalistique, c'est-à-dire que même si vous codez, même si vous faites de l'analyse, même si vous faites du design, le cœur de votre travail et votre première mission, c'est d'être journaliste. Donc, à titre d'exemple, moi, quand je code quelque chose, je ne code pas quelque chose pour faire un outil pour l'infrastructure de Radio-Canada, ce n'est pas ma job. Moi, ma job, si je code quelque chose, c'est dans une perspective journalistique. Donc, soit répondre à une question d'intérêt public, soit expliquer quelque chose aux gens. Si ce n'est pas dans ce cadre-là, très souvent, je vais essayer de ne pas le faire parce qu'on n'est pas nombreux à faire du journalisme de données. Puis, il y a juste 24 heures dans une journée, alors il faut vraiment essayer de cibler le plus possible ce qu'on fait. Donc, la démarche journalistique, c'est vraiment le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'analyse quantitative. Le journalisme traditionnel, c'est plutôt une approche qualitative, traditionnellement plus héritée des sciences sociales. Donc, par exemple, il y a un accident de voiture, c'est l'exemple que je donne tout le temps, il y a un accident de voiture, on va essayer de savoir, bon, qui étaient les passagers, sont-ils blessés, c'est quoi cette route, quand est-ce que la police est arrivée, y a-t-il des témoins? On s'intéresse vraiment au personnage de cette histoire, puis à cette occurrence-là. Dans le journalisme de données, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un petit pas de recul, puis d'avoir une approche quantitative. Au lieu de s'intéresser à cet accident, on va plutôt essayer de s'intéresser à tous les accidents qui ont eu lieu à cette intersection, et on va essayer de dégager une tendance générale qui peut nous apprendre quelque chose sur l'ensemble de ces événements-là. Donc, c'est juste vraiment un angle un petit peu différent, mais ça change vraiment les questions de départ qu'on se pose et ça change énormément le produit final qu'on produit parce que la réponse qu'on apporte est différente. Puis le troisième aspect, ce sont les langages de programmation. Je l'ai mis en troisième parce que ce n'est pas tous les journalistes de données qui codent. Vous pouvez faire du journalisme de données en utilisant Google Sheets, Excel, OpenOffice ou n'importe quel autre outil qui vous permet de manipuler des données, QGIS, par exemple, ArcGIS.
Mais au bout d'un certain moment, la quantité de données que vous êtes capable de traiter, de structurer, d'analyser, d'interpréter, de visualiser, avec ces outils-là, ça devient plus limitant puis plus difficile de tout gérer. Alors, les langages de programmation, c'est vraiment une corde de plus à votre arc qui décuple vraiment l'ampleur de ce que vous êtes capable de faire. Il y a plein de choses qui viennent avec ça aussi que je trouve très intéressant d'un point de vue méthodologique. Je vous donne un exemple. Si vous travaillez dans Excel ou n'importe quel autre logiciel où vous cliquez un petit peu partout pour faire votre analyse, c'est très dur de revenir à l'étape 33 si vous êtes rendu à l'étape 140. Puis c'est très dur d'expliquer à quelqu'un toutes les étapes que vous avez faites. Alors que votre code, en fait, c'est une suite d'instructions, très souvent linéaires, que votre ordinateur va réaliser. Et si quelqu'un a envie de voir la ligne 152, la ligne 152, elle est là. Puis il peut la changer si vous avez fait une erreur et tout rerouler. Fait que c'est beaucoup plus facile, je trouve, méthodologiquement, de garder une cohérence et une cohésion dans la démarche. Et bon, comme journaliste, c'est aussi juste super cool parce que ça permet de faire plein de projets avec des données finalement exclusives parce que personne d'autre dans le monde des médias n'est capable de les manipuler. Au niveau de mon processus, au niveau de mon processus, c'est à peu près toujours les mêmes étapes qui se répètent. Comme journaliste, ce que je trouve très important, c'est de démarrer avec une question d'intérêt public. Parfois, là, quand on baigne dans les données, on se dit « Waouh, une nouvelle base de données, trop cool, je vais faire quelque chose avec ça. » Oui, mais peut-être qu'il y a une question super importante en ce moment auquel ces données-là ne peuvent absolument pas répondre. Et peut-être que vous feriez mieux de travailler sur quelque chose de complètement différent plutôt que juste ce qui vient d'être diffusé ou ce qui vient d'être publié. Donc moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est partir avec une question d'intérêt public. Et à partir du moment où j'ai ma question d'intérêt public, j'essaie d'avoir une démarche quantitative. Très souvent, je vais parler d'abord avec des experts. Je vais d'abord commencer à écrire une première méthodologie. Littéralement, là, je vais vous en montrer, j'écris mes méthodologies avec quelques questions de recherche, qu'est-ce que je cherche, pourquoi, comment je pense que je vais y arriver. Puis avant même de coder, puis avant même de plonger dans l'analyse, j'essaie de savoir un petit peu, OK, c'est quoi les experts qui se sont posés la même question que moi dans leurs travaux, puis est-ce que peut-être ils peuvent m'aider ou au moins est-ce que je peux avoir une piste de, OK, comment je fais pour répondre à ça, puis ce serait quoi la meilleure manière de le faire? C'est seulement quand j'ai commencé vraiment à avoir ce genre de conversation que je pars vraiment en quête de données et que je commence à ouvrir mes fichiers puis à regarder ce qu'il y a dedans. Et rendu à cette étape-là, je sais déjà c'est quoi les problèmes en général que je vais devoir régler parce que les experts me préviennent. Puis je sais aussi un peu plus les limites de ce que je vais pouvoir trouver comme réponse, ce qui est vraiment important. Puis je m'inspire vraiment beaucoup de la démarche scientifique dans mes reportages pour justement identifier, OK, c'est ça ma question, mais finalement, dans ma question, la réponse idéale, c'est ça, mais ce que je vais réussir à trouver, c'est peut-être juste ça. Peut-être que ça va me prendre un deuxième reportage pour trouver cet autre bout-là à un autre moment dans 2 ans, mais on construit là-dessus. Puis ensuite vient l'analyse et finalement tout le travail plus traditionnel, les entrevues. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce genre de démarche-là, c'est que quand je fais des demandes d'entrevue, je ne demande pas des réactions à un parti politique, je vais plutôt demander des justifications parce que j'ai les données, j'ai répondu à ma question, j'ai une méthodologie. S'ils ne sont pas d'accord avec mes résultats, tout mon code est public. Allez-y, dites-moi ce que je n'ai pas fait de correct si vous trouvez que mes chiffres ne sont pas bons. Et si par contre vous ne trouvez pas d'erreur, là, justifiez pourquoi ça se passe et on va avoir des exemples. Et ensuite, il y a la conception. Parce que bon, on est journaliste, fait que nous, notre travail, c'est d'essayer de comprendre le monde dans lequel on vit, de trouver des réponses à des questions d'intérêt public, puis après l'expliquer aux gens. Fait qu'il y a toute l'étape de la conception de mes projets, l'écriture, les visuels. Il y a aussi toute la dimension d'expérience. C'est quoi le type d'interaction pour interagir avec les données ou les résultats? Est-ce qu'on personnalise les résultats? Est-ce que l'utilisateur peut donner son code postal, par exemple, etc., etc., etc. Moi, j'ai aussi un mandat d'innovation à CBC Radio-Canada. Quand je fais mes projets, j'essaie de faire des trucs qu'on n'a jamais essayé avant, puis de voir si ça marche ou pas. Tout ça pour dire que finalement, il y a 4 grands chapeaux pour le journalisme computationnel. Le chapeau journalistique, dont je vous ai parlé, un petit chapeau d'analyste, développeur et designer. Tout dépendamment des médias en Amérique du Nord et en Europe, surtout.
Vous allez avoir différentes configurations dans la salle des nouvelles. Parfois, vous allez avoir des salles de nouvelles souvent plus petites qui vont avoir des gens très polyvalents. Et en général, plus les médias grossissent, plus les équipes sont grosses et vous allez avoir des spécialités. Donc, par exemple, l'équipe dans laquelle je suis en ce moment, l'équipe innovation. On est une toute petite équipe de 2 journalistes, 2 développeurs, un back-end, un front-end et 2 designers et aussi une analyste de données, Isabelle. Donc, c'est un petit peu ça la configuration. Maintenant, si on parle de cartographie, j'ai pas mal de petits projets que je vais vous montrer. Tous les projets que je vais vous montrer, ils sont disponibles. Je mets régulièrement à jour mon portfolio sur mon site web, naelchiab.com, portfolio_fr.html. Tout ce que je vais vous montrer est là si jamais vous le cherchez à un moment donné. Dans Google, vous le retrouverez vraiment facilement. Un projet de cartographie qui est de la cartographie vraiment de base, mais qui est le projet le plus consulté de toute l'histoire de Radio-Canada, c'est le tableau de bord des cas COVID. Je ne suis pas sûr que si je referais aujourd'hui, je mettrais une carte, mais au moment où on l'a démarré, il y a 2 ans, on trouvait que c'était super important. Fait qu'on en a mis une. Tout ça et cet exemple-là, je tenais à vous le montrer parce que souvent, la cartographie, la manière dont c'est approché dans le monde des médias, c'est vraiment de manière plus basique. Et très souvent, c'est le premier réflexe, en fait. Quand il y a des données, très souvent, les journalistes vont se dire « Ah, ben, on va faire une carte, on parle de toutes les provinces. » Peu importe si c'est la bonne manière ou pas de le représenter, c'est toujours le premier réflexe. Et on utilise certains outils, comme ici ma collègue Mélanie Meloche-Olubowski en ce moment, jour après jour, depuis le début de l'invasion militaire en Ukraine par la Russie, met à jour cette petite carte qui est faite avec Data Wrapper. En général, on fait des cartes très simples dans le monde des médias et on utilise des outils qui font tout automatiquement pour nous, comme ici Data Wrapper sur le site web de Radio-Canada. Ce sont des outils super utiles, très efficaces pour rapidement diffuser quelque chose. Mais moi, je sors un petit peu de ce contexte-là. Moi, comme je vous le disais, dans mon processus, j'ai toujours 2 étapes. J'ai l'analyse, puis j'ai la conception. Dans l'analyse, souvent, dans mes reportages, dans certains de mes reportages, il va avoir une dimension géospatiale. Ce projet-là, qu'on a publié en 2019, c'était une série de plusieurs reportages avec ma collègue de CBC, Valérie Ouellette, qui a fait une autre série de reportages, mais avec les mêmes données, portait sur Airbnb. Airbnb, à ce moment-là, on en parlait vraiment beaucoup, notamment à Montréal, parce que les municipalités, la province, essayaient de contrôler le nombre de logements sur son territoire, et c'était vraiment pas facile pour eux. Avec Valérie, on s'est rendu compte que quand vous allez sur le site web de Airbnb, sans même être connecté, vous pouvez déjà faire des recherches pour des logements. Et en fait, quand vous regardez la réponse du serveur, il y a une latitude et longitude associées à chaque location. On s'est dit, bah, c'est parfait, on va faire un script, on va faire un robot qui va faire toutes les recherches et qui va scraper, qui va extraire ces données-là, puis nous, on va les analyser en fait. C'est ce qu'on a fait dans les 16 principales villes canadiennes. On a ramassé tous les logements entiers disponibles à la location et on a fait une petite analyse géospatiale. Ce que vous voyez ici, c'est l'île de Montréal et en particulier l'arrondissement de Ville-Marie. Une question que j'avais, c'était est-ce qu'il y a des logements Airbnb dans des zones où les Airbnb sont interdits? Si oui, combien? Puis s'il y en a beaucoup, bah, que fait la municipalité, la province? Donc ici, vous voyez l'arrondissement de Ville-Marie, ça c'est le Vieux-Port. Ça, ici, cette ligne, ces zones bleues, c'est les endroits où les Airbnb étaient permis. Alors, en fait, c'était essentiellement le long de la rue Sainte-Catherine. Moi, dans les données de Airbnb, je savais que la latitude et longitude étaient approximatifs à 200 mètres près pour des raisons de sécurité. On ne veut pas nécessairement que les gens sachent exactement où est le logement avant de l'avoir réservé pour vrai. Ce que j'ai fait, c'est que cette zone-là, je l'ai gonflée de 200 mètres de tous les bords à l'intérieur de l'arrondissement. Après ça, je suis allé chercher quelques données, notamment les permis qui avaient été donnés pour des logements Airbnb avec des droits acquis.
ce sont les points noirs ici. Certains sont en dehors des zones, mais il y avait un droit acquis. La province a dit, OK, vous avez le droit de continuer. Puis ensuite, j'ai fait un petit joint spatial et aussi, je les ai représentés sur la carte. Tous les points rouges, c'est les longitudes et latitudes des logements qu'on a trouvés dans cet arrondissement-là. Et avec un petit joint spatial, après, on est capable de calculer une proportion. Puis à ce moment-là, 66% des logements entiers disponibles à la location sur Airbnb étaient à l'extérieur de la zone bleue. J'ai fait la même chose ensuite dans l'arrondissement Plateau-Mont-Royal. Et encore une fois, on se rendait compte que 57% des logements disponibles à la location étaient à l'extérieur de la zone permise, avec une mesure conservatrice parce qu'on avait gonflé des zones de 200 mètres de chaque côté. Puis là, vous voyez clairement, là, les questions étaient simples. C'était comme combien d'Airbnb sont dans les zones, combien d'Airbnb sont à l'extérieur des zones. Les données, c'est quoi? Ce qu'on ramasse du serveur d'Airbnb. Puis ensuite, l'analyse et l'indicateur, c'était de faire un joint spatial et de calculer cette proportion. Tac, tac, tac. Et après ça, il y a de belles entrevues avec, à l'époque, la ministre du Tourisme et la municipalité de Montréal. À Ville-Marie, en plus, la mairesse de l'arrondissement, c'est aussi la mairesse de Montréal. Et finalement, quelques mois après la publication de ce reportage, le règlement a changé. Parce que justement, là, on venait de faire la démonstration A plus B que vos zones ne sont pas respectées, puis manifestement, vous n'arrivez pas à faire respecter ces limites. Donc ça, c'est un exemple. Question d'intérêt public, analyse géospatiale, publication relativement simple du projet. Pour les plus geeks et nerds d'entre vous, tout ça est codé en D3 à l'intérieur d'un canevas HTML. Puis, si je me rappelle bien, une partie de l'analyse était faite dans QGIS. À ce moment-là, j'utilisais QGIS. Premier exemple. Ensuite, un autre moment fort pour la cartographie dans le monde des médias, c'est les élections. Même si ce n'est pas nécessairement la meilleure manière de représenter les résultats électoraux, notamment à cause des dimensions très, 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 très variées des circonscriptions. À chaque fois qu'il y a une élection, mes patrons me demandent de faire la carte du lendemain. Donc, on essaye toujours de jazzer ça un petit peu. Un des enjeux qu'on a à chaque fois, c'est, comme je vous disais, le fait que certaines circonscriptions sont très grandes, puis certaines circonscriptions sont très petites. Quand on regarde l'ensemble du pays, ce qui ressort le plus, surtout avec une carte comme ça, c'est les plus grandes. Quelle est la couleur des plus grandes circonscriptions? Puis, finalement, vous n'êtes pas capable de savoir quel est le parti qui a vraiment le plus de sièges. Donc, nous, ce qu'on a fait, là, j'étais obligé de faire la carte générale avec le changement de couleur. C'était non négociable auprès de mes patrons, fait que je l'ai faite. Mais après, ce qu'on a décidé de faire, c'est de zoomer à certains endroits précis, puis de décrire le avant, après avec le changement de couleur dans des zones qui correspondent un petit peu mieux à les endroits dans lesquels les gens vivent et ce qui est proche d'eux. Donc là, on commençait avec Montréal. On avait aussi ramassé tout au long de la campagne la latitude et longitude de tous les événements à l'agenda des chefs. On n'a pas eu le temps de faire une analyse pour voir si ça avait influencé ou pas les résultats. C'était ça notre idée finale. Alors, ça devient comme un peu de l'information de contexte. On aurait aimé aller un petit peu plus loin, mais on n'avait plus le temps. Puis là, la région de Québec, etc. Donc ça, c'est le traditionnel cartographie post-électorale. On doit présenter les résultats officiels. Puis, encore une fois, tout ça est fait avec D3. Ça, je pense que c'est un SVG, c'est du vectoriel. Ça doit être du Canva aussi. Classique. Et là, on passe toutes les provinces les unes après les autres. En général, l'ordre que je choisis, c'est le nombre de sièges au Parlement. Et là, on passe au travers de tout ça. Les prairies, province atlantique. Quelque chose aussi qu'on a ajouté ces dernières années dans tous les projets, pas juste géospatiaux, mais c'est d'avoir une petite méthodologie. Là, vous voyez, elle est très, très courte, mais je vais vous montrer d'autres projets où c'est plus consistant. C'est autre chose que je trouve vraiment intéressant et que j'ai décidé d'ajouter à la fin de mes reportages. Quand je peux rendre public les données, je les rends publiques. Quand je peux rendre public mon code, je rends mon code public. C'est vraiment inspiré de la démarche scientifique. Il faut être capable de reproduire ce que je fais. C'est une manière d'avoir confiance, pour le public et les experts, d'avoir confiance en moi. Je ne dis pas n'importe quoi. Si vous ne me croyez pas,
refaites-le, voici, je vous donne tout ce que j'ai pour le reproduire. Bon, lui, je vous l'ai montré. OK. Un autre type d'analyse que je fais de temps en temps, ça arrive assez régulièrement que des entreprises privées me contactent puis me disent « Hey Naël, bon, on connaît ton travail, on sait ce que tu fais. Nous, on a plein de données, en fait, puis on serait prêt à les partager avec toi. » Bon, parfois, c'est juste pour avoir de la visibilité, fait que je dis non. Parfois, c'est vraiment pertinent et intéressant, comme dans ce cas-ci, où c'était la compagnie, je pense que je le dis après, je vais quand même, c'était Dracomedia, tout ça, Dracomedia. Et essentiellement, ce que Dracomedia fait, c'est qu'eux, ils ont des données de géolocalisation d'à peu près 8 millions de téléphones cellulaires au pays. Puis, ils utilisent ces données-là pour toutes sortes de trucs, notamment de la publicité ciblée. Et la manière dont ça fonctionne, c'est quand même fou, mais il y a une espèce de bourse des informations personnelles qui existe. Il y a plein d'applications que vous installez qui vous demandent l'autorisation pour eux de ramasser, par exemple, votre position. Et ensuite, ces données-là sont anonymisées. Il peut y avoir un grand débat sur la question d'anonymité, bien sûr, ici. Et elles sont ensuite revendues à toutes sortes de compagnies pour faire toutes sortes d'analyses, dont, par exemple, de la publicité ciblée, pour savoir, OK, les gens qui vivent dans tel quartier, quelle route ils prennent pour aller au travail, est-ce qu'on devrait mettre un panneau publicitaire à tel endroit, par combien de personnes il pourrait être vu, ce genre de choses-là. Mais ils m'ont contacté au début de la pandémie en disant, hey, nous, on a toutes ces données-là, puis on sait que les déplacements interprovinciaux, interrégionaux, il y a beaucoup de questionnements. Est-ce qu'on devrait les limiter? Est-ce qu'on devrait empêcher les gens de sortir de Montréal, par exemple? Puis ils me disaient, ben, nous, on est capable d'avoir une estimation de combien de personnes, par exemple, passent d'une province à une autre, passent d'une région administrative du Québec à une autre, d'un quartier de Montréal à un autre. Et on trouvait ça très intéressant. Puis on a fait une analyse. Moi, j'ai jamais eu accès aux données individuelles des gens, évidemment. Moi, ce que je leur donnais, c'était des fichiers GeoJSON de certaines limites géographiques. Puis eux me disaient si dans la même journée, ils détectaient combien de personnes traversaient d'un endroit à l'autre au cours d'une journée. Et ça nous a permis de faire cette analyse-là où on voit la moyenne des déplacements avant la semaine de relâche, la semaine de relâche du Québec et au même moment le nombre de cas qui se met à grimper. Et on a fait ça pour, ça c'est une petite analyse, le graphique est fait tout ça c'est fait en D3, c'est très simple. Et on a pu faire le même type d'analyse ensuite pour toutes les régions du Québec. Donc évidemment les arcs, ça montre le nombre de personnes qui passent d'un endroit à l'autre. On voit notamment, puis là, au fur et à mesure, les cercles qui grossissent, c'est le nombre de cas répertoriés dans ces zones-là. Puis on voit petit à petit les déplacements qui s'effondrent avec le Québec qui est mis en pause, comme avait dit François Legault. Et c'était vraiment impressionnant en fait, de voir à quel point on était capable d'aller dans le détail. Là, c'est les déplacements entre arrondissements et villes liés à Montréal. Puis encore une fois, on était capable, on avait à ce moment-là les données par arrondissement, fait qu'on était capable de voir tout d'un coup, wow, dans certains arrondissements, le nombre de cas qui se met à grimper vraiment vite. Puis aussi, on voyait clairement le maillage social qui existe sur l'île de Montréal, entre les régions, entre les provinces, puis tous ces déplacements qui existent. Et finalement, c'était le bassin parfait pour le virus. Au titre de projet, un des trucs qui m'intéresse toujours beaucoup, et de plus en plus ces 2 dernières années, c'est les représentations de données en 3 dimensions sur le web. J'en ai fait plein, on pourra en reparler si vous voulez, mais je me suis aussi attaqué à la question de la cartographie en 3D. À la fin de l'année 2020, je voulais faire un petit projet bilan pandémie, puis je cherchais une manière intéressante de représenter le taux de cas par 100 000 habitants, le taux de décès par 100 000 habitants sur une carte, et idéalement avec de la 3D. Et finalement, j'ai codé ce projet-là. Je me suis dit, bon, on a avec les régions sanitaires au Canada, il y en a 90, 99, 100 à peu près, on a exactement le même problème qu'avec les circonscriptions électorales.
C'est-à-dire que on a certaines régions sanitaires, comme l'île de Montréal, qui est minuscule comparée à d'autres régions sanitaires, comme par exemple le nord du Québec. Et je me suis dit, bon, peut-être que quelque chose qui serait intéressant, ce serait plutôt que d'avoir seulement un axe Y et X, peut-être que je pourrais ajouter une perspective puis avoir un axe Z ou Y, tout dépendamment du logiciel que vous utilisez ou des techniques que vous utilisez, d'avoir un troisième axe pour représenter la donnée. Au lieu de colorer la région sanitaire, puis là, il y en a plein qu'on ne verra pas bien, c'est peut-être plus intéressant en fait, de trouver une autre manière de montrer cette information-là qui va ressortir, peu importe la taille de la région sanitaire. Et c'est ce que j'ai fait ici. Les pics que vous voyez, en fait, pour chaque région sanitaire, c'est le taux par 100 000 habitants, le nombre de cas. Et là, j'avais découpé la pandémie en 2 périodes. Donc là, on voit que c'est du 11 mars au 28 juillet. Et ici, on voit Toronto, Montréal. Et avec cette représentation-là, ce qui était intéressant, c'est que ensuite, on pouvait avoir assez rapidement une vue de l'ensemble du pays avec cette technique-là. C'est sûr que la perspective déforme les données. Quand on est dans un espace en 2 dimensions, il n'y a pas de cercle ou de pic plus proche ou plus loin. Là. Un bar chart, ils sont tous au même niveau. Et quand vous êtes dans une perspective, tout d'un coup, celui qui est loin va paraître plus petit. Alors, c'est une technique qui marche vraiment bien quand on a de grands écarts de données, quand on a quelque chose de vraiment flagrant. Parce que quand on commence à avoir des choses assez proches, là, ce n'est plus une technique qui marche du tout. Vous n'êtes plus capable de comparer. Mais dans ce cas-ci, les données étaient tellement frappantes. Ça, c'est le nombre de morts par 100 000 habitants. On voit tout de suite que Montréal et Laval sortaient clairement du lot. Et que je savais que cette technique allait vraiment bien marcher. Puis d'un coup d'œil, vous êtes capable de voir l'ensemble du pays, peu importe si Montréal, en fait, est minuscule ici. Puis aussi, je me suis amusé à ajouter ici, en fait, il y a une lumière qui projette une ombre. Donc, il y a toujours des petits éléments artistiques qu'on essaye d'ajouter en plus de notre représentation visuelle pour rendre ça plus beau. Ici, on voit l'ouest du pays. Puis pendant la première moitié de la pandémie, en fait, il n'y avait presque pas de morts dans les provinces de l'ouest, alors que l'est était vraiment frappé de manière disproportionnée. Mais pendant la deuxième période de la pandémie, là, le nombre de cas s'est mis à grimper aussi dans l'ouest. Mais le nombre de morts, on va le voir, restait relativement bas. Donc ça, c'était une autre manière de jouer avec la cartographie, d'ajouter aussi un petit effet « wow ». C'est sûr que moi, je suis journaliste, donc une partie de mon travail, c'est de la communication. Puis dans la communication, il y a aussi un petit peu de séduction. J'essaie toujours de trouver une manière d'attirer l'œil intéressante, de faire des choses, des représentations visuelles que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Et donc ça, c'était une des stratégies pour faire ça. Ouais. Autre analyse que j'ai faite, que j'ai publiée l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant les fêtes entre 2020 et 2021, il y avait toutes sortes de reportages sur des gens qui allaient en voyage dans le sud, attraper la COVID, puis ramener la COVID au pays. À ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de tests qui étaient faits pour l'international. Puis là, les médias se sont mis à parler de « Oh mon Dieu, tous ces gens qui viennent de l'extérieur du pays, qui amènent la COVID ici », incluant moi. Et je me suis dit, là, il y a des données pour voir combien de gens se rendent, combien de gens viennent ici. Fait que j'ai contacté Flight Radar 24, qui est un site web, une compagnie qui ramasse des données en temps réel de tous les avions commerciaux dans le ciel sur toute la planète. Ils sont très gentils avec les journalistes de données, fait que je leur ai écrit, je leur ai dit « Hey, est-ce que ce serait possible d'avoir tous les avions qui ont atterri au Canada dans les 2 dernières années ?» C'est 3,6 millions de vols. Ils m'ont dit « Bah oui, Naël, tiens, hop, voici un lien, télécharge la base de données, puis fais ce que tu veux, amuse-toi. » Parfait. Alors, j'ai plongé là-dedans, puis ma question de recherche au début, c'était vraiment de voir à quel point les vols internationaux avaient repris de la vigueur après le premier printemps de pandémie. Mais finalement, en analysant les données, je me suis rendu compte que ce qui avait repris de la vigueur beaucoup plus, c'était les vols intérieurs. Et alors qu'on se mettait à parler de quarantaine pour les voyageurs qui revenaient de l'étranger, qu'il fallait faire des tests, des dépistages, les vols intérieurs, il n'y avait aucune règle.
Quelqu'un de malade pouvait prendre sans aucun problème et sans aucun contrôle un avion à l'intérieur du pays, aller à l'autre bout du pays faire du ski, par exemple, peut-être contaminer des gens là-bas ou l'attraper là-bas, revenir. Et c'était un moment où, notamment à Montréal, on avait un couvre-feu. C'était un petit peu absurde de voir toutes ces conversations sur les vols internationaux, alors qu'en fait, moi, en couvre-feu à Montréal, ben, je pouvais quand même prendre l'avion, aller à Whistler si j'avais envie, puis revenir. Euh, Là, tout d'un coup, ma question de recherche, en commençant à parler avec les experts et en regardant les données, bah, juste complètement basculé. Là, je me suis dit, OK, c'est plus un reportage sur les vols internationaux, c'est un reportage sur les vols intérieurs. Et au même moment, un chercheur avait publié une première analyse de séquences génétiques qui montrait qu'il y avait effectivement des souches qui se promenaient entre provinces. Donc, j'avais les déplacements à l'intérieur du pays, j'avais une preuve génétique que des souches s'échangeaient, fait que ça a vraiment été le point de départ de ce reportage-là. Et pour la représentation visuelle, je vous disais que je m'amusais plus en 3D. Donc là, je me suis dit, c'est intéressant parce que le Canada est un grand pays. Puis quand on fait des représentations traditionnelles en 2 dimensions, on oublie le fait que la Terre est sphérique, en fait. Mais c'est une représentation très agréable à l'œil nu. Donc je me suis dit, je vais faire un globe. Comme ça va être sur de grandes distances, il va avoir cet effet sphérique. Et je vais dessiner des arcs qui va connecter les différents aéroports. Puis chaque petite particule va représenter un avion par semaine. Donc ça, c'est de la 3D en JavaScript et en WebGL. Et par la suite, je suis capable de montrer, voici juste des vols internationaux, mais en fait, c'est un avion sur 7. Voici tous les vols intérieurs. C'est la vaste majorité des vols en période pandémique. Il y a plein de graphiques, Détroit, 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 les vols qui partent de Toronto se rendent où, dans quelle autre ville, etc. Puis ensuite, on est capable d'aller voir le détail par province. C'est interactif aussi, hein, l'utilisateur peut déplacer ça comme il veut. Et là, d'aller voir des aéroports en particulier, puis de montrer les vols qui partaient de cet endroit-là au moment où l'Alberta avait un pic de cas. Ils sont allés où, etc., etc. C'est un autre type d'analyse géospatiale avec une représentation visuelle en 3 dimensions. Et quand je vous disais que je rends public mes données, à partir de ce reportage-là, je pense, peut-être un petit peu avant, là, j'ai vraiment commencé à publier l'intégralité de mes analyses. En ce moment, je fais pas mal toutes mes analyses en R, avec le langage de programmation R, puis je publie mes notebooks en détail. Puis vous voyez, quand je vous disais que j'écris des méthodologies, contexte, limite, question de recherche, résumé des résultats. Là, je décris toutes mes données, toutes les opérations de nettoyage, de structure que je fais dedans. Puis au fur et à mesure que je bâtis ma méthodologie, en fait, moi, je construis aussi quelle représentation visuelle je veux avoir, comment je vais commencer mon reportage. Ça m'aide aussi moi-même à structurer le produit final. Puis en fait, c'est en faisant ce graphique-là que je me suis vraiment rendu compte que les vols internationaux qu'on voit en bleu foncé ici et les vols intérieurs qu'on voit en bleu pâle ici, on voit vraiment le regain des vols intérieurs. Évidemment, c'est beaucoup moins qu'avant, hein, mais c'était quand même un regain qui valait beaucoup plus la peine d'être discuté que les vols internationaux à ce moment-là. Du moins, il fallait parler des deux, mais on ne parlait pas assez des vols intérieurs, d'où le reportage. Et ce notebook-là, vous pouvez le télécharger au complet si vous avez envie. Flight Radar ne m'autorisait pas à publier les données détaillées, mais vous avez quand même le détail de l'analyse. Quand je vous parlais d'élections, on a eu plein d'élections. La dernière élection fédérale, encore une fois, on m'a demandé de faire une carte des résultats. Puis là, je me suis dit, OK, mais là, je me mets un petit peu de challenge. Je veux la faire en 3D, elle aussi. Et je me suis dit, vu que toutes les circonscriptions ont des dimensions différentes, ce serait cool, en fait, de toutes les mettre à l'échelle pour ensuite les organiser dans un bar chart. Alors, j'aurais pu faire un bar chart normal, mais c'était beaucoup moins funky. Donc là, vous avez le Canada, ici, les circonscriptions fédérales. Et ce que je fais, c'est que je mets à l'échelle toutes les circonscriptions pour ensuite compter le nombre de sièges par parti et voir est-ce qu'on atteint la majorité ou pas.
et je compare avec juste avant l'élection pour montrer que finalement, pas grand-chose a changé. Puis ce genre de projet, on les fait dans la nuit. Évidemment, je code beaucoup de choses d'avance, mais le soir même de l'élection, j'ai mes scripts qui sont prêts à juste ramasser les données pour publier à 5 heures du matin. Dès que les gens se réveillent, on le voit là, ils ouvrent leur téléphone, tac, ils veulent voir les résultats. Moi, il fallait que je sois prêt. Mais le problème, c'est que cette élection-ci, c'est presque rien passé. J'ai vraiment pas beaucoup de texte parce que j'ai presque rien à dire. Il ne s'est pas passé grand-chose. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez du reportage précédent que vous avez montré où on passe province par province, puis des zones spécifiques. En fait, on refait la même stratégie, sauf avec un petit peu plus de style. Je me suis bien amusé dans ce reportage-là, techniquement. Je n'avais pas beaucoup de marge de manœuvre créative parce qu'il fallait que je monte les circonscriptions, il fallait que je monte les résultats. Et que finalement, c'était plus un exercice technique qu'un exercice de style. On a le Québec aussi, évidemment. Puis je trouvais ça, les gens ont vraiment bien réagi à la carto en 3 dimensions parce que quand c'est à plat, vous êtes limité à ce que vous voyez vraiment dans votre rectangle ou votre carré, puis parfois vous avez l'impression de manquer de contexte. Mais quand vous regardez Montréal dans cet angle-là, vous voyez le golfe, puis tout d'un coup vous êtes comme « Ah oui, ok, moi je suis sur la rive sud, je suis là. Ah ok, là on se dirige plus vers l'Ontario. » Il y a comme, je ne sais pas, une représentation, un contexte que la perspective apporte, qui est plus difficile à obtenir dans une représentation en 2 dimensions, à moins de zoomer, que les gens ont vraiment apprécié. Mais bon, est-ce que ça améliore vraiment l'information? Pas sûr. Une partie de mon travail, c'est de tester des choses aussi. Donc, voilà, quelques petits exemples que je voulais vous montrer. Et un dernier exemple que j'ai mis ici. Ça, c'est un projet qui va être publié lundi. Fait que j'ai caché tout le texte. Vous ne pouvez pas savoir de quoi ça parle. Mais c'est un autre projet de cartographie que je voulais vous montrer, encore une fois en 3 dimensions, où on compare 2 types de territoires différents. Ça, c'est Montréal. Et c'est une analyse géospatiale. Le sujet, c'est l'étalement urbain. Et ce qu'on a fait, en fait, avec ma collègue Isabelle, tout ça va être publié, c'est qu'on a utilisé des images satellites et un algorithme d'apprentissage automatique pour identifier les zones urbanisées sur une période de 20 ans et donc mesurer l'étalement urbain. Mais je n'en dirai pas plus parce que tous les détails et toute la méthodologie va être publiée lundi. Mais ça, c'est une autre dimension dans laquelle on est en train d'entrer de plus en plus, c'est-à-dire d'utiliser des images, satellites pour répondre à certaines questions journalistiques. Puis, tout dépendamment des données qu'on a, les algorithmes de classification peuvent beaucoup nous aider pour traiter ce volume-là d'informations. Et souvent, il y a beaucoup de questions pour lesquelles il va y avoir des données très ponctuelles ou sur des zones très précises, comme par exemple l'étalement à Ottawa. Et dès que vous voulez comparer toutes les métropoles entre elles, là, c'est vraiment plus difficile. Il y a des trous de connaissances, tout simplement. Puis là, il faut trouver des manières de construire cette connaissance-là pour ensuite trouver la réponse à notre question. Ce que je trouve absolument fascinant. J'ai beaucoup parlé. C'était pas mal ce que je voulais vous montrer. Si vous avez des questions, je suis là. Grand merci Naël, c'était vraiment excessivement intéressant. Puis, je suis sûr qu'il y a des questions qui vont arriver. J'ai déjà une main levée, là, donc Stéphane, si tu veux y aller, ouvrir, casser la glace, vas-y. Ouais, déjà, merci beaucoup pour cette présentation parce que je trouve ça vraiment très intéressant. C'est vrai que le métier de journalisme de données, c'est un métier dont je trouve qu'on parle très très peu et en fin de compte, on se rend compte que c'est un métier qui potentiellement peut avoir beaucoup d'impact, en tout cas sur ce que nous, en tant que citoyens, sur l'information auquel on a accès. Et ma question, elle va un peu dans ce sens-là. C'est parce que on sait tous, plus ou moins, que une donnée, quelle qu'elle soit, on peut facilement lui faire dire à peu près ce qu'on veut. Surtout dans l'époque dans laquelle on voit qu'il y a énormément de récupération, de désinformation, etc. Et
Et notamment, c'est ce que tu montrais sur les cartes d'élection, où en fin de compte, suivant comment tu crées ta carte, tout de suite, tu peux influencer les gens en faisant croire que tel ou tel parti a remporté la majorité du soutien populaire, alors que des fois, la situation est vraiment nuancée. Et du coup, moi, la question que je me posais, c'est comment est-ce que toi, en tant que journaliste de données ou même au sein de Radio-Canada, vous faites pour essayer de mettre en place des moyens de représenter la donnée, donc des moyens notamment de représenter la donnée cartographique, qui soient potentiellement les moins biaisés possibles pour éviter de véhiculer justement toutes ces... éviter des fausses interprétations ou éviter potentiellement de la récupération politique ou autre qui pourrait amener à une déformation de l'information. Et est-ce que c'est seulement possible, en fait, quelque part, de réussir à s'affranchir un peu de tous ces problèmes-là? Super bonne question. Bon, c'est sûr que c'est super difficile de gérer ce genre d'enjeu-là. Moi, à mon échelle, c'est pour ça que j'ai décidé de publier toute ma méthode, tout mon code. C'est une solution très, très simple, c'est la transparence. Bon, il y en a toujours qui peuvent dire que tu mens aussi dans ton document de méthodologie, là, mais au bout d'un moment, tout le monde peut dire que tu mens tout le temps. Mais tu peux quand même personnellement prendre des mesures pour dire hey, quand je te dis que c'est tel pourcentage, ce pourcentage-là, il vient de tel calcul que j'ai fait de telle manière, avec telle source qui est accessible et que tu peux aller vérifier toi-même. Moi, c'est pour ça que je publie mes notebooks, c'est pour ça que je publie mon code, c'est pour ça que je publie mes données, pour être complètement transparent. Puis après, si des gens m'écrivent en disant hey, Naël, j'essaie de refaire ce que tu as fait, puis j'y arrive pas, il y a une erreur clairement dans ce que tu as fait, à Radio-Canada, on l'indique clairement au début du reportage, on fait une note, on fait un ajout, on corrige le reportage, puis c'est écrit que ce reportage contenait telle erreur, elle a été corrigée à telle date. Donc ça, c'est un petit peu nos garde-fous. La manière dont ça marche aussi, c'est que les journalistes à Radio-Canada ne publient rien sans que ça ait été relu et pupitré. Donc, tu vois, moi, je suis journaliste, j'ai ma chef de pupitre, Mélanie, au-dessus, qui est ma supérieure directe, avec qui je suis en contact tous les jours. Au-dessus, j'ai ma rédactrice en chef, Joanne Lapierre. Puis au-dessus de ça, il y a une directrice de l'information aussi. Puis dans les gros reportages, ça va être lu par toutes ces couches-là. Puis au fur et à mesure, tu vas avoir des choses à ajuster pour ajouter le contexte, ajouter la nuance, s'assurer qu'on respecte toutes les valeurs de Radio-Canada, l'exactitude, impartialité, équilibre, équité. Toutes ces choses-là, ça peut être long et pénible parfois pour un journaliste parce que là, tu fais juste réécrire. Mais c'est ça qui fait qu'en bout de ligne, Radio-Canada est quand même vu par un média extrêmement crédible qui publie des informations vérifiées. Mais c'est très dur. C'est vraiment un enjeu aujourd'hui super compliqué. Mais moi, ma manière à moi, c'est la transparence et le contexte. Mes reportages en général sont longs parce que c'est rare que tu puisses dire hey, c'est tout noir, rien va bien. C'est très rare. Il y a toujours de la nuance à apporter. Mes visualisations, c'est rare que je fasse juste une vise. Bam, regarde, ce qui est rouge, c'est ce qui va mal. Non, en général, c'est une séquence parce que je ne peux pas résumer ça en une seule image. Il y a du contexte que je veux te donner. Mais écoute, si tu as des pistes de solutions, partage-les parce que c'est vraiment un enjeu, je pense, qui frappe tout le monde. Même d'un point de vue scientifique, tu sais, combien d'arguments scientifiques ont été détournés pendant la pandémie, malgré tout le processus scientifique, les revues par les pairs, c'est compliqué. Non, c'est une question excessivement compliquée, là. Puis si tu rajoutes effectivement aussi la dimension sociétale, les impacts aussi éthiques de l'intelligence artificielle et du numérique, là ça devient exponentiel. Je sais qu'il y a des organismes gouvernementaux, j'ai essayé de le retrouver, là, mais au Royaume-Uni qui a établi finalement, je pense que c'est l'Institut de la statistique au Royaume-Uni, il y a un document qui est public qui décrit comment essayer de faire une cartographie thématique éthique, les choses à ne pas faire et autres, donc vraiment dans des recommandations. Mais je suis assez d'accord avec toi, Naël, là, que
ça passe beaucoup par la transparence de la méthode, l'accès aux données et ainsi de suite. Là, je veux dire, c'est la meilleure preuve ou la meilleure démarche possible pour éviter effectivement d'être accusé de déformer les données, de faire véhiculer de la fausse information et autres. Après, il peut y avoir un débat scientifique et politique autour de ces enjeux-là, mais ça, c'est la place du débat public. Et comme expert, oui, tu peux avoir un diplôme, oui, tu peux avoir ton doc, ton post-doc, oui, tu peux avoir un emploi renommé, mais à la fin, si les gens ne croient pas, tout ça vaut absolument rien. Puis la transparence, même dans tes relations de tous les jours, c'est en étant transparent avec tes amis, avec ta famille, que finalement ils ont confiance en toi. Puis je pense qu'à une autre échelle, pour les scientifiques comme pour les journalistes, c'est la même chose. Si tu dis des trucs qu'on n'est pas capable de comprendre et de vérifier, et qu'on a l'impression que tu nous caches des choses, ça ne marchera pas. Après, ce qui est difficile, c'est quand tu n'as rien à cacher, puis que tu as tout montré, puis que les gens disent que tu caches quand même quelque chose. mais bon, pour l'instant, on est pris. Moi, j'avais une question, parce que le nerf de la guerre dans tout ça, c'est l'accès à la donnée. Là. Donc, oui. C'est sûr que tu as des gentils amis là, qui sont contents de partager des données avec toi. Nous, on est dans le même contexte. Hein, quand on fait de la recherche, comme une question de recherche, l'enjeu principal, c'est d'accéder à la donnée et puis à une donnée suffisamment détaillée. Comment tu vois cette difficulté et est-ce qu'il y a un top 5 des données que tu rêverais d'avoir et que tu n'as pas? Ouais, l'accès à la donnée est toujours... En fait, ça dépend des organismes, puis ça dépend de ce qu'on cherche. Par exemple, Statistique Canada fait un travail quand même extraordinaire. Le recensement, tout le monde peut avoir accès à peu près tout très facilement en quelques clics. C'est quand même des informations d'une précision, d'une rigueur, d'un niveau de détail impressionnant. Mais dès que tu sors un petit peu de ça, là, ça devient difficile. Puis, le top 5, je ne pense pas que je vais dire mon top 5 parce qu'il y a quand même des projets que j'ai que peut-être un jour je vais réaliser. Mais un lien que je fais avec ta question, c'est l'importance de commencer justement par une question, plutôt que de commencer par des données. Souvent, les journalistes de données, je ne dis pas souvent, mais ça arrive, quand on est plus en début de carrière, peut-être, on va aller sur les portails de données ouvertes du Canada, du Québec, de Montréal, de Laval, de Longueuil, de Québec, d'Ottawa, Gatineau, de Toronto. Et là, on va commencer à faire des reportages à partir des données ouvertes. Mais une question fondamentale qu'il faut se poser, c'est ces données-là, elles sont là pourquoi? Qui les a mises là? Puis elles sont passées au travers de quel filtre? Puis les portails de données ouvertes, ce sont des outils formidables, mais c'est quand même les paliers gouvernementaux qui décident qu'est-ce qu'ils publient ou non. Moi, ce que j'aime, c'est partir avec une question plutôt que de partir avec des données qui existent ou n'existent pas. Parce que si je ne trouve pas des données pour cette question incroyablement importante, en soi, ça devient aussi une histoire journalistique. Les gens se posent telle question, le gouvernement a les données et ne les rend pas publiques. Avec Thomas Gerbert, on a fait des reportages sur les tests de CO2 dans les salles de classe, dans les écoles. C'était super dur d'avoir accès à ces données. C'était le bazar dans comment c'était publié. Chaque centre de service scolaire publiait ça comme il voulait. Et le ministère de l'Éducation avait tous ces chiffres-là compilés, mais ne voulait pas nous les donner. Fait que nous, on les a compilés nous-mêmes. Puis on était comme, ils ne nous les donnent pas. On les a compilés. Les fenêtres étaient ouvertes pendant les tests de CO2. Puis là, c'est comme... Fait que ça, c'est toujours un enjeu, l'accès aux données. Les compagnies privées qui donnent des données aussi, pour eux, c'est sûr, c'est une question de visibilité. Parfois, il y a véritablement une question d'altruisme, mais pas toujours. Mais au Canada, c'est difficile. Chaque province a sa propre loi sur l'accès à l'information qui couvre en théorie l'accès aux données. Le fédéral a une loi différente. C'est toujours difficile. Il y a un dossier dont je ne peux pas donner la nature, mais ça va faire... Attends, ça fait combien de temps?
ça fait 7 ans que j'essaie d'obtenir les données, en respectant toutes les lois provinciales et tout, tous les recours auxquels j'ai accès en vertu de la loi, accès à l'information, puis j'ai toujours pas les données. Des fois là, en jeu aussi, là, puis bon, nous, on le voit dans les recherches, là, puis je te dirais, surtout dans les recherches, on va dire, qui ont un lien avec la santé. La santé, c'est super dur. Ouais, c'est ça, c'est que puis nous, notre nerf de guerre, là, c'est vraiment la localisation, hein, donc c'est savoir où et quand ça se passe et comment ça évolue sur le territoire, là, c'est un peu les questions qu'on regarde, là, puis quand tu as juste un code postal pour détailler des phénomènes qui sont encore plus locaux que ça devient difficile, alors que la donnée, elle est quelque part, elle est connue. Après, il y a malgré, peut-être tu parlais à un moment de l'enjeu de l'anonymisation, il n'y a pas pire outil que la cartographie pour désanonymiser les données. En tout cas, donc, quand ils disent tes données de géolocalisation vont être anonymisées, je suis comme ouais, mais si tu regardes où je suis, tu connais mon adresse, tu peux mettre un numéro infini là, qui me donne un code unique que personne va être capable de reconnaître. Naël Chiab. C'est ça, mais si tu as des trajectoires domicile-travail ou ainsi de suite, je veux dire, on n'est quand même pas capable d'avoir des bonnes idées de qui se déplace quand et où. Là. Donc, mais tu vois, il y a quand même aussi, c'est intéressant, la santé, c'est super dur, les services de police, c'est super compliqué, ils sont généralement réfractaires. Bon, c'est surtout ce qui touche un enjeu politique chaud, ça va être super difficile, ça va être caviardé. Mais il y a d'autres lois et règlements qui forcent la publication de données. Comme par exemple, à un moment donné, j'ai fait un reportage sur les marchandises militaires exportées par le Canada. Puis en vertu de la loi, ils sont obligés tous les 2 ans de faire un rapport super détaillé de tout ce qui a été vendu à l'étranger. Puis quand j'avais fait le reportage, moi j'avais croisé ça avec des bases de données sur les droits humains dans le monde. Puis j'étais comme, OK, tel pays, on a exporté de l'argent, puis tac, ils briment les droits humains, torture, emprisonnement politique, etc. Puis quand j'ai publié, tout le monde était comme, comment tu as fait pour obtenir ces données? Ouais, elles étaient sur le site web du ministère parce qu'ils sont obligés de les rendre publiques, puis personne n'avait jamais regardé. Fait que c'est ça, il y a des enjeux spécifiques auxquels on n'a pas d'accès, puis d'autres où, il y en a, puis en fait, on n'a jamais rien fait. Ce qui est dur, je trouve, beaucoup, c'est d'avoir une espèce de source uniforme, compilée, propre de ce qui existe. Tu sais, les marchandises militaires, par exemple, tu trouves ça en 3 clics sur Google, mais dans le portail de données ouvertes du Canada, tu ne le trouveras pas. Là, tu es comme, faites ça devient difficile à se retrouver dans tout ça. Puis il y en a de plus en plus de données en plus. Moi, je dois vraiment partir à 14h parce que j'ai une autre rencontre. Mais je vois qu'il y a une question dans le chat de Jérémy. Ouais, c'est ça, j'allais la poser là justement. Donc, je pense que tu as éveillé des vocations, là, des curiosités sur ton parcours, là, comment tu es devenu data journaliste. Là, donc, moi, j'ai commencé comme journaliste télé-radio. J'ai fait mon bac à l'UQAM en journalisme. Puis j'ai fait de 2008 à 2011. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas de cours sur le journalisme de données à l'UQAM. Maintenant, il y en a. Fait que moi, j'ai fini mon bac en journalisme, puis je ne savais pas ce que c'était. J'ai travaillé pour Radio-Canada, à la télé, à la radio, en Alberta, Saskatchewan, Ontario, Nunavut, comme journaliste vraiment traditionnel. Puis en 2014-2015, je me rendais compte que ce que je faisais me tentait pas tant. J'avais envie d'aller plus en profondeur dans mes sujets. J'avais commencé à faire quelques reportages en utilisant Google Spreadsheet. Puis, dans mon entourage journalistique, quelqu'un m'a dit il y a la maîtrise en journalisme de données à l'université de King's College à Halifax. Et là, je me suis dit cool, je vais la faire. Là, j'ai rencontré des profs géniaux avec qui je suis encore en contact jusqu'à aujourd'hui. Puis, il y avait une initiation au code, à Python. Puis à partir de ce moment-là, j'ai vu le potentiel tout de suite. J'étais comme waouh, je suis capable de scraper des données, je suis capable d'automatiser certaines analyses, je suis capable de traiter de gros volumes d'informations. Là, j'ai appris Python pour faire mes analyses. Par la suite, j'ai travaillé pour le journal Métro. Ils avaient ouvert un poste de journaliste de données. Je venais de finir ma maîtrise, fait que j'étais le candidat idéal. J'étais, je pense,
un des seuls au Québec à avoir fait cette maîtrise-là. Fait que c'était comme, bon, on n'a pas beaucoup de choix. On va embaucher Naël. Puis là, je me suis rendu compte que, OK, c'était super cool de faire mes analyses et tout ça. J'étais effectivement capable de répondre à des questions. Mais expliquer mes résultats, c'était difficile. En journalisme, une règle d'or, c'est le moins de chiffres possible. Les gens haïssent les chiffres, ça alourdit ton texte, c'est trop abstrait. Donc moi, pour pallier ça, je me suis dit, je pourrais me diriger vers l'interactivité et la visualisation. Et pour me diriger dans ce domaine-là, c'est sûr que moi, je suis pas mal un enfant du numérique, donc je me suis dit, c'est le web, c'est sûr que je veux faire ça sur le web. Je veux que tout le monde ait accès à ça rapidement, facilement. Et le langage du web, c'est le JavaScript. Donc là, j'ai commencé à apprendre le JavaScript, super simplement avec Code Academy. À l'époque, les cours gratuits étaient très généreux. J'ai appris sur le tas comme ça. Puis à chaque fois que j'apprenais un petit truc, j'essayais de l'intégrer dans un de mes reportages. Puis petit à petit, là, apprendre D3 qui permet de faire de la visualisation de données. Là, maintenant, j'utilise Three.js pour faire la représentation en 3D dans le navigateur. Après, ça t'apprend le WebGL pour parler à ta carte graphique puis pouvoir faire des visualisations de haute performance. Là, je me suis rendu compte qu'en sciences sociales, sciences humaines, sciences politiques, de plus en plus de gens utilisaient R, le langage de programmation R. J'ai basculé à R parce que ça me permettait de collaborer facilement avec des chercheurs en sciences politiques, par exemple, ou en épidémiologie. Puis c'est ça. Là, je regarde Julia parce que je trouve ça intéressant, mais au bout d'un moment, je ne peux pas tout faire. C'est comme ça que petit à petit, finalement, j'ai bâti mes compétences, mais toujours avec le focus journalisme. C'était toujours ça. À certains moments dans ma carrière, j'aurais pu faire une petite branche en disant « Ah, ok, je deviens plus analyste, je quitte un peu le monde journalistique » ou « Ah, ok, je deviens plus développeur web, spécialisé en interactivité et visualisation, en storytelling de données. » Mais j'ai essayé de rester sur ma track, puis j'essaye encore. En tout cas, pour notre plus grand plaisir, en tout cas, c'est toujours un bonheur de découvrir tes animations interactives et représentations des données. C'est vraiment toujours très, très intéressant. Je vais te remercier, Naël, vraiment pour ce webinaire. C'était excessivement intéressant. Puis je pense qu'on aura l'occasion de se reparler là, aussi. Absolument. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis toujours content d'échanger. Ta démarche rejoint en tout cas beaucoup la démarche scientifique. Là, puis il y a certainement des fois des enjeux ou des questions communes. Là, donc, il y a certainement matière à collaborer. Donc, notre prochain webinaire sera avec John Lindsay, qui est professeur à l'université de Guelph, puis qui est l'auteur notamment des Whitebox Tools. Donc, on va avoir le privilège de l'accueillir donc le 17 mars prochain à 13h. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Salut. Bye bye.